Bien, donc nous sommes tous très heureux de vous accueillir ici. Merci d'être venus, malgré la canicule passée, la canicule à venir, parmi le mois de juin très chargé chez tout le monde. Ça fait plaisir de voir cette salle pleine. Et donc merci d'être là. Et nous sommes très heureux de vous présenter ce petit volume, dont l'intérêt est inversement proportionnel à la taille. Voilà. Il est publié par les éditions Marie Barbier Éditions. Donc vous avez l'incarnation ici, plus la directrice de Marie Barbier Éditions. Édition d'art et de littérature, née en 2018, donc jeune maison d'édition. Sa directrice, qui a toujours voulu travailler dans le monde du livre, donc elle a atteint son but, évidemment. Vous en parlera plus savamment, vous parlera un peu plus en détail de la manière dont est né ce volume. Moi, je voudrais juste dire quelques mots sur ce volume. On dit souvent que les absents ont toujours tort. Or, dans le cas de ce volume, ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, nous avons 3 présentes, donc Marie Barbier, directrice des éditions, Christine Zetounian, traductrice, et Marie-Louisa Bonac, traductrice également, qui ont participé à la traduction de ces poèmes. Mais il y a également une grande absente, sans laquelle, je crois, ce volume aurait eu beaucoup de mal à naître. Elena Balsamo, qui unit en une seule et même personne le rôle d'autrice d'autres volumes édités par Marie Barbier Éditions, 4 volumes, Marie Barbier vous en parlera. Ensuite, elle est traductrice de nombreux poèmes contenus dans ce tout petit volume. Elle est également critique littéraire au Monde du livre, donc il fallait absolument le dire parce que c'est important et ça peut être très utile. Et dernière chose essentielle, c'est que une citation d'une de ses introductions figure sur la 4e de couverture de ce volume et elle dit: là où la prose se tait, la poésie parle à pleine voix. Alors, à défaut que les canons et les drones se taisent, la prose visiblement se tait actuellement, et c'est la poésie qui parle à pleine voix. Donc, sans Elena Balsamo, ce recueil n'aurait pas pu naître, certainement, parce qu'elle a eu un rôle crucial dans la publication. Et je voudrais dire simplement quelques mots encore en disant que ce tout petit volume est un jalon important, ne nous y trompons pas, un jalon très important dans cette poésie de résistance qui naît en ce moment, qui nous ramène quand même un peu loin. Résistance, ça nous ramène à une autre guerre. Ça nous ramène encore à il y a un siècle, puisque ce siècle qui est passé et qui a vu la naissance de cette maison d'édition, née en 1925, donc vous voyez, ça fait 100 ans que la maison d'édition existe. Et dans ce recueil, vous allez trouver des poèmes d'auteurs très différents, d'âges différents. L'aîné est né en 1950, le plus jeune 1985, d'origines différentes, certaines et de lieux de résidence actuellement différents, en dehors de prison. Il y a aussi certains vivent encore en Russie, d'autres sont déjà ailleurs. Et des poésies de types très différents. C'est-à-dire, vous avez des cris, vous avez des extraits de journal intime, vous avez des extraits de discours adressés au tribunal, en vers, d'une des autrices, on vous en parlera. Mais ce qui les unit, et qui à mon sens fait vraiment l'intérêt de ce volume, comme je le dis, c'est leur
brièveté, leur brièveté qui fait leur impact, et également la réactivité des auteurs. Vous avez des poésies qui sont nées le lendemain d'un événement, et grâce aux réseaux sociaux, ils ont fait le tour du monde. Vous avez d'autres poésies qui ont mis un peu plus de temps à naître. Alors évidemment, ce ne sont pas des romans qui ont toujours besoin d'un laps de temps pour une certaine distance. Donc, brièveté, impact, réactivité. Je vous passe la parole, Marie. Donc, merci à tous déjà d'être là. Moi, je vais vous en dire un petit peu plus sur l'historique du recueil, parce que j'avais dit que je ne ferais jamais de poésie, et me voilà en train d'en faire un. Donc, il y a une histoire derrière, en fait. Donc, vous avez parlé de Elena Balsamo. La maison existe depuis 2018, et la rencontre avec Elena s'est faite en tant que traductrice, donc du suédois au français, mais elle étant moscovite et ayant quitté la Russie pour la France dans les années 80, de temps en temps, évidemment, elle traduit du russe au français. Elle est également historienne, très engagée, une fermeté, une résistance ferme, et qui justement, là, je trouve qu'elle sort un peu du bois. Elle était un peu plus en retrait, avec beaucoup de finesse, mais là, avec ce recueil, on est en train de franchir un jalon. Voilà. Et ça a été l'un des axes du catalogue. C'est un catalogue qui compte 4 titres par an. C'est de la littérature. Donc vous avez des auteurs taïwanais, des auteurs roumains, vous avez des primo-romanciers, vous avez des livres qui sont tombés dans le domaine des droits publics, quelque peu oubliés. Et l'intérêt de tout ça, c'est de porter des voix, en fait. C'est de porter des voix, quelles qu'elles soient. Toujours peu, parce que c'est un travail compliqué et dans la durée. Voilà. Elena Balsamo, je l'ai découvert avant de faire la maison, parce que j'ai acheté au mémorial de la Shoah, il y avait donc une librairie, 5 histoires russes, où elle rapportait des histoires de son enfance, et assez déjà engagée par rapport à la censure. Et j'avais trouvé son sens de l'anecdote assez étonnant. Je trouvais qu'elle était de la conversation, de l'anecdote. On avait l'impression de dialoguer, en fait, à la lire, ce qui est plus trop un type de lecture qu'on a, je trouve. Et du coup, je vais commencer, c'est pas très bien à voir les poèmes, mais à vous en rapporter une qui fait que moi je suis allée la voir et que je vais publier. Donc elle écrit pas mal d'essais sur la traduction. Donc ça, Décalcomanie, c'est sorti en 2019, et donc c'est des histoires entre la Russie et la France, où elle déjoue beaucoup les stéréotypes, et moi c'est ce qui m'intéressait. Je dis, on se fait des idées les uns des autres, et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc je vous lis l'extrait. Des années durant, les 2 librairies russes à Paris furent des frères aînés. L'une, les éditeurs réunis, 6 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, était l'émanation de l'AMCIA, basée en France depuis 1925, principal organe de l'immigration russe. L'autre, la librairie du Globe, rue de Seine, filiale soviétique approvisionnée d'ouvrages venant du RSS, avec une bonne section de dictionnaires et de manuels, mais un rayon littérature bien maigre, par comparaison avec les trésors de sa rivale, située à 15 minutes à pied. Dérisoire sur papier, cette distance était immense. Car si les voyageurs russes ne risquaient rien en se rendant au Globe, une visite chez MCA constituait une grave entorse à la charte de conduite des détenteurs du passeport soviétique. S'ils étaient vus là-bas, en train d'acheter ou simplement de feuilleter les ouvrages, cela pouvait à jamais mettre fin à leur voyage à l'étranger. Mais rien à faire. L'INCA attirait les Russes comme un aimant, quitte à se contenter de simplement emprunter la rue, quitte à changer de trottoir pour éviter d'être vu devant les vitrines, même quand les ouvrages exposés étaient d'innocents traités de théologie orthodoxe. La dislocation de l'URSS eut des conséquences pour les 2 librairies. L'INCA perdit avec le monopole des publications anti-soviétiques qu'on pouvait désormais acheter dans n'importe quelle librairie en Russie son attrait de fruits défendus sur les touristes russes. Quant au Globe, dont l'offre s'est grandement diversifiée depuis qu'il n'est plus obligé de vendre la camelote soviétique, il est devenu beaucoup plus accueillant. La clientèle russophone et russophile s'y rend avec plaisir. Reste à savoir combien de temps les 2 mythiques librairies peuvent résister à Amazon, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui pour toute la branche. Ma première visite à IMCA Press, peu après mon arrivée en France, fut un drame. Soudain, je me trouvais devant les ouvrages interdits dont j'avais lu en samizdat sans en posséder aucun.
et bien d'autres que je n'avais pas lues mais dont je connaissais l'existence. Et d'autres encore avec des titres captivants, littérature, histoire, témoignages, des albums, des revues, des étagères qui montaient jusqu'au plafond, des livres, des livres. Ah, je les voulais tous, immédiatement. Or, c'était impossible. Mais alors que choisir? Comment? Non, pas question de choisir, je les voulais tous. Alors, désemparée, je faillis m'en aller sans rien prendre pour éviter de choisir. Et finalement, je quittais l'endroit déprimé en emportant, le lecteur russe le devinerait immédiatement, Pouchkine. Donc Christine a traduit les poèmes et qui sont en bas à la vente avec ceux des Ménins. Pouchkine, bien entendu, en 2 volumes, posant ainsi les bases de ma future bibliothèque. Donc moi, c'est ce type d'anecdote, d'écriture que je suis allée chercher. Donc on a fait 4 essais ensemble sur la traduction, c'est pas que des souvenirs, c'est vraiment voilà, le parallèle entre France et Russie. Et donc le dernier, c'était un hommage à la traduction, Zigzag. Et là, il y a l'invasion de l'Ukraine. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que peut apporter un essai sur la traduction avec ce qui se passe? Que peuvent les mots? Et là, elle commence à entrer dans une réflexion en se disant, mais tout est affaire de traduction, on doit employer tel mot plutôt qu'un autre. Et de nos jours, n'étons-nous pas tous amenés à devoir se dire, ne dois-je pas employer tel mot plutôt qu'un autre? Et pas qu'en Russie, en France, et pour d'autres raisons aussi. Donc son essai se transforme et prend la coloration politique qu'elle a toujours eue. Et à un moment, elle a un chapitre où elle dit c'est très compliqué de parler de la guerre en prose, et la prose, elle a besoin de recul. Elle a besoin de recul, donc les grands romans, ils ont toujours eu quelques décennies après les événements. Elle dit, mais par contre, ce qui se passe là sur Internet, à chaud, il y a de la poésie, il y a un retour. Et alors elle, qui n'était pas du tout poète, ça m'a vraiment interpellée, parce qu'elle est très dans la prose classique. Et je lui dis, et donc elle cite un poème, et je lui dis, ça, Elena, il faut que vous m'en trouviez d'autres. Alors là où elle a été bien, c'est qu'elle m'a trouvé autant de femmes que de garçons, c'est vraiment équilibré, et au niveau des styles, c'est vrai que c'est un recueil qui est petit. C'est un recueil qui est petit, mais c'est des styles très différents, parce qu'il y a des extraits de plaidoirie, parce qu'il y a du lyrisme, il y a des poétesses instituées, des metteuses en scène, des activistes, voilà. Il y a des poèmes qui sont proches de la sidération et d'autres qui sont plus, j'allais pas bavard, mais plus, enfin c'est un sanglot quoi. Donc je vais juste dire les noms des poètes et je vais laisser les lectrices, parce que je les connais pas par cœur. Je vais les voir un jour, mais c'est un peu compliqué. Natalia Mavlevich, Tatiana Volskaya, oui, vous pouvez me corriger là, je pense. Ksenia Kirillova, German Komnikov, Evgenia Berkovitch, Yali Yashin, Ivan Fedulov et un anonyme. Alors, on a une traductrice, on a une poétesse extrêmement reconnue, plusieurs sont estampillées agents de l'étranger. Il y en a qui sont... Evgenia Berkovitch, en fait, elle est désormais en prison pour 6 ans. Quand j'ai fait le recueil, ce n'était pas encore le cas, et Elena m'appelle en disant il faut corriger, parce que j'ai fait un index, en fait. Elle a absolument tenu à ce que le nom des poètes soit avant. Je lui ai dit non, on va rentrer dans la chair du texte, on le mettra après pour prolonger. Elle dit non, avant, parce que c'est vraiment la moindre des choses qu'on peut faire pour leur rendre hommage. Donc cet index est avant, évidemment il est obsolète déjà, hein, parce que la situation des poètes a changé d'une année sur l'autre, hein, donc voilà. Et là je vous donne l'exemple d'Evgenia Berkovitch, mais c'est pareil pour Ksenia Kirillova, elle était aux États-Unis, maintenant elle est en Serbie. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, j'ai été extrêmement touchée, donc je vais vous laisser rentrer dans la chair du texte. Voilà. Je vais lire en russe et Maria Luisa va lire en français. Et je vais dire juste 2 mots de chaque poète avant de lire. Donc, Natalia Mavlevich est une traductrice de littérature française extrêmement connue. Elle a traduit notamment en français les œuvres de Marguerite Yourcenar, Boris Vian, Amélie Nothomb, Romain Gary et Montaigne, oui, Montaigne, j'ai oublié Montaigne. Enfin bref, elle a tout traduit, elle a traduit énormément. Наталья Мавлевич. У кого-то обыск в доме, у кого-то дома нет. Кто в Берлине, а кто в коме. Мрак в душе, во мраке свет.
Natalia Mavlevich. Chez l'un, une perquisition. Chez l'autre, il n'y a personne. Celui-ci est à Berlin, celui-là dans le coma. La mort dans l'âme, le monde à la mort. Tatiana Volskaya, qui est donc un poète d'opposition très connu, désormais exilé. Maria Luisa en parlera de manière plus approfondie après la lecture. Татьяна Вольская. Гробов не будет. Наших детей сожгут в походной печке, а дым развеют. Над украинским полем и черный жгут сольется с дымом пожара. Вон там, левее. Вместо тела вежливый капитан, позвонив в квартиру, доставит пепел в аккуратном пакете и молча положит там под фотографии, где залихватский дембель перерос в контракт. Расстегнув портфель, вынет бумагу и, дернув шеи, будто что-то мешает, усядется, как на мель, на табурет. Подпишите неразглашение. Она подпишет, и он поспешит назад, мимо телека с Басковым недопетым и двухъярусной койкой, где младший брат, девятиклассник, с него не спускает взгляд, свесившись, будто ждет своего пакета. Tatiana Volskaya. Il n'y aura pas de cercueil. Vos enfants seront brûlés dans un four mobile et partiront en fumée au-dessus des champs ukrainiens en une volute noire qui se mêlera à l'incendie, là-bas, vers la gauche. En guise de corps, un capitaine bien poli viendra livrer à domicile les cendres, soigneusement emballées, et les posera en silence sous la photo du fringant démobilisé devenu contractuel. Il dézippera sa mallette, en extirpera un document, et, dodelinant du chef, l'air embarrassé, ira s'échouer sur un tabouret, signer la clause de confidentialité. Elle signera, et il repartira aussitôt, louvoyant entre la télé où Baskov déverse ses chansons et des lits superposés d'où le jeune frère, élève de seconde, le fixe du regard, penché, comme dans l'attente de ses propres cendres. Alors, Tatiana Volskaya m'a envoyé un mail où elle m'a dit des choses intéressantes, mais je vous en parlerai un peu après si vous êtes intéressé par elle, sur la poésie, justement, sur son rapport à la poésie. Voilà, je pense qu'il vaut mieux continuer. Ksenia Kirilova, donc, qui était exilée aux États-Unis, qui est donc désormais en Serbie, qui est poète et prosatrice, et son roman est actuellement en traduction aux éditions Marie Barbier. Ksenia Кириллова. И снова не дали поспать с утра. Родная, что же ты плачешь? Это же просто такая игра, что с неба падает мячик. И вновь недолет, и опять не на нас. Видишь, вот, мы везучие, а это не дым и вовсе не газ, лишь небо покрыто тучами. Давай мы сыграем в прятки теперь. Вон, видишь, там ямка вырыта. Я просто закрою за нами дверь, а ты молись, чтобы выиграть. Ksenia Kirilova. Encore un réveil en sursaut ce matin. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien d'autre qu'un jeu, avec un ballon qui tombe du ciel. Le tir est trop court, il nous rate à nouveau. Tu vois, nous avons de la chance. Et là-haut, il n'y a pas de fumée ni de gaz. Ce ne sont que quelques nuages. Maintenant, nous allons jouer à cache-cache. Regarde là-bas, il y a une tranchée. Je vais refermer la porte derrière nous et tu vas prier pour qu'on gagne. German Lukomnikov, poète qui est né à Bakou et qui vit à Moscou, toujours. C'est un poète
qui affectionne la forme courte, qui a aussi participé à des festivals de slam. Il a même remporté le deuxième prix d'un festival de slam en France, à Paris. И жаль мне вас, вояки, что на чужой земле. Езжайте восвояси, не пачкайтесь во взле. С Новым годом, кабы знали, мы бы разве поздравляли? Кому беда, кому обеда, пора разрывов, пора жжения. Лечу на лайнере победа, а сам желаю поражения. German Kolnikov. Vous faites pitié, guerriers, là-bas, en terre étrangère. Allez, rentrez chez vous, assez de vous salir les mains. Bonne année. Ah, si on l'avait su, qui l'aurait souhaité? Malheur pour les uns, ripaille pour les autres, tant de ruptures, tant de brûlures. Moi, dans l'avion nommé Victoire, je rêve de défaite. Evgenia Berkovitch, poète, qui est poète et metteur en scène, et qui a été condamné à 6 ans de prison pour une mise en scène d'une pièce sur les femmes qui avaient été séduites par des islamistes. Elle a été condamnée pour apologie du terrorisme. Il n'y a absolument aucune apologie du terrorisme, c'est plutôt le contraire. Et en plus, ce spectacle avait auparavant obtenu un grand prix de la meilleure pièce de théâtre. Donc c'est d'autant plus aberrant. Скороговорка. Слова в голове коробки, голова в дворе коробки, по дворику шаг торопки, от камеры путь короткий, по двою строю на сборку, попарные по продолу, притворные улыбки сбоку, покорные очи долу. Корму развивает карцер, на лица вчерашней лепки, коленчатый карго-канцер ползет, пожирая клетки. Не ждет, не щадит, не греет, не жжет, не чадит, не тлеет. Но в 8 уже светлеет. Да, в 8 уже светлеет, да, в 8 уже светает. И снег все равно растает, и теплая лапа света дорогу себе проложит. И будет весна, и это никто запретить не может. Evgenia Berkovitch, Virelangue. Des mots dans la tête boîte, tête dans la boîte court, pas presque à travers la cour, du cachot le trajet est court, aligné de par deux au creux de la cour en colonne, sourire forcé d'à côté, docile, les yeux baissés, au visage sculpté d'hier, un mitard à la poupe béante, il rampe, cargo cancer, s'empiffrant de cellules, sans délai, sans pitié, sans feu ni fumée, sans s'éteindre, mais il fait déjà clair à 8 heures. À 8 heures, il fait déjà clair. À 8 heures, il fait déjà jour. Et la neige fondra, c'est certain. La clarté de sa pâte chaude pourra se frayer un chemin. Ce sera le printemps. Et ça, nul ne saurait l'interdire. Ilya Yashin, donc homme politique d'opposition très connu, a lu un poème durant son procès. Et ça, c'est le début de ce poème. Est-ce que je peux dire quand même que c'est une des rares bonnes nouvelles qu'il a été échangé? Oui, il a été échangé. Le premier rôle est en liberté. Oui, il est très actif actuellement mais à l'étranger. Илья Яшин, ваша честь, прошу учесть, что в России можно сесть за слова и анекдоты, речевые обороты, за рисунки, мемы, шутки, за рассказ про домик утки. Здравых рамок просто нет, если ты иноагент. Ilya Yashin. Votre honneur, vous savez bien qu'en Russie on coffre pour rien.
pour des mots, des blagues, des mèmes, pour des contes et des dessins, sans limite et sans raison, si vous êtes considéré comme agent de l'étranger. Ivan Fedulov, qui est un poète, c'est un ancien militaire, donc il publie surtout ses poèmes sur Internet. Il vit en province, en Russie. Depuis qu'il a eu des ennuis après les poèmes que je vais lire, maintenant il préfère éviter d'écrire sur la guerre parce qu'il tient quand même à sa liberté relative. Иван Федулов. Мне лютый день последней сигареты и жаркий бой до голого ствола. Морпехом был, с недолгой анкетой, уйду морпехом под колокола. Пусть ни кусочка поднебесной сини, зато теплеют хлебные поля. Последний выдох, слава Украине, героям слава, вздрогнула земля. J'ai oublié de préciser que ce poème, c'était quand on a vu, enfin, ça a été filmé, un soldat ukrainien qui s'était rendu a été fusillé après une dernière cigarette. Non, mais après avoir crié, et après avoir crié, vive l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Ivan Fedulov. Ce jour atroce, cigarette, la dernière, et le combat final. Ma vie de soldat si courte, et ma mort en soldat au son des cloches. Pas de ciel au-dessus, mais les champs de blé tièdes, toujours là. Le dernier souffle. Gloire à l'Ukraine. La terre a tressailli. Gloire aux héros. Donc le dernier, c'est un anonyme. Donc c'est un petit poème anonyme. Пресс-секретарь сказал: Пилат в случившемся не виноват. Крест был по ГОСТу отшлифован, и каждый гвоздь стерилизован. Висел нормально, пил, шутил. Все дело в тромбе, он убил. Anonyme. Le porte-parole a dit: non, Ponce Pilate n'y est pour rien. Une belle croix bien faite, des clous stérilisés, le crucifié était à l'aise, tout allait bien. La faute est au caillou de sang. Il va peut-être préciser que c'est un propos de Navalny. Oui, bien sûr. C'est suite à la mort de Navalny et c'est paru le lendemain, c'est paru sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc court, comme on disait, mais des tons très très différents. Vous voulez nous rajouter quelque chose sur... Je voudrais surtout lire ce qu'a répondu Tatiana Volskaya à la question: est-ce que la guerre et son exil, parce qu'elle se considère comme exilée par la force des choses en Géorgie, est-ce que ça a changé sa relation à la poésie et à l'écriture de poèmes? Alors voici ce qu'elle m'a répondu. On va le lire en français. En français. En français. Je l'ai en russe pour ceux qui ne comprendraient pas. Je l'ai aussi en russe. La guerre n'a pas beaucoup modifié mon rapport à la poésie et à l'écriture poétique. À part à un moment peut-être. Alors ça m'a intriguée, mais j'aurais dû lui demander à quel moment. Enfin, je pensais déjà depuis longtemps, avec tristesse, que durant ces dernières décennies, la poésie était devenue une activité trop sèche et hermétique, dont les subtilités n'intéressaient que les poètes eux-mêmes. Il y a bien sûr pas mal d'exceptions. Il y a des poètes qui ont vivacité, ardeur, et qui écrivent pour les gens, et pas seulement pour leurs confrères. Mais la mode est à la poésie froide, distanciée, intellectuelle, dépourvue d'émotion. Et la critique trouve souvent cela juste et bon. Mais moi, je considère que l'essentiel dans tout art, c'est l'émotion vivante, et la beauté qui trouvent un écho dans le cœur de l'homme simple comme dans celui de l'intellectuel. Je comprends la fragilité de l'expression « pour les gens ». Il est clair que nous n'écrivons pas pour quelqu'un en particulier ou dans un but particulier, mais nous écrivons parce que c'est plus fort que nous. Il s'agit plutôt d'une relation à double sens. Nous avons pu constater combien le lecteur était dans l'attente de poèmes écrits littéralement avec du sang, des poèmes inspirés par des sentiments vécus,
par la colère, par la douleur, par la compassion, par l'empathie envers des personnes qui se font tirer dessus, dont les maisons sont détruites, à qui on confisque leurs terres, par la honte pour notre pays qui commet de telles atrocités, et en même temps par la nostalgie pour la maison dont on est également privé, par l'horreur et la pitié pour tous ceux qui meurent, quel que soit leur camp. Il me semble que les bouleversements liés à la guerre ont dans une certaine mesure redonné vie à la poésie. Ils nous ont rapprochés des lecteurs, chez qui s'est révélé un profond besoin de cet écho rapide et fervent aux événements que seule la poésie peut donner. L'art remodèle l'horreur de la guerre, et toute souffrance d'ailleurs, et permet de les surmonter. Tout bouleversement amène à une réévaluation des valeurs, et nous avons vu combien la poésie était précieuse, elle qui parle des choses les plus humaines, la terre, le ciel, l'amour et la mort. Voilà. Donc c'était... Elle est toujours en Géorgie? Oui, elle est toujours en Géorgie et elle travaille toujours, enfin, et elle écrit toujours. Elle a publié en tout, je crois, 16 recueils, et puis je pense que depuis son exil, elle n'a pas arrêté d'écrire, même elle s'est tournée aussi vers la prose, j'avais noté pour vous, si vous voulez. Enfin, apparemment, elle peut être lue sur les réseaux sociaux, elle nous a envoyé ses liens Facebook, et sur, elle a une page Telegram Canal, je crois. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui s'exilent de Géorgie maintenant. Oui, alors ça, je ne lui ai pas posé la question, et oui, ça se passe pas très bien non plus, là. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors peut-être que vous avez maintenant, la parole est à vous, vous avez peut-être des questions que vous voudriez poser. Je voulais dire que moi, j'étais bouleversée complètement par les poèmes que vous n'avez pas lus, Mayastrana, mon pays. Oui, Mayastrana. Ça, je pense que c'est vraiment la perception, ce qu'on ressent les Russes aujourd'hui, surtout les gens qui vivent là-bas, ma famille et mes amis. Et ça, j'étais vraiment sidérée par la vérité de ces paroles. Vous pouvez peut-être la lire aussi. Ben, on a hésité parce que d'abord on ne voulait pas trop. Vous ne voulez pas lire tout le recueil non plus? Tout le recueil parce qu'il n'est quand même pas très long, donc on s'est dit qu'il fallait vous laisser l'envie de l'acquérir. Mais enfin, bon, c'est comme. Alors moi j'aurais une question qui rejoint un tout petit peu une question double. Qu'est-ce qui a présidé au choix des poèmes pour le recueil et qu'est-ce qui a présidé à votre choix pour la lecture? Alors, le choix des poèmes, je viens de dire que je regrette qu'elle ne soit pas là, c'est Elena. Donc c'est Elena, essentiellement. d'accord. Essentiellement. Après, en deuxième position, c'est Christine, qui est elle-même poétesse. Et elles ont un gros avantage sur moi, c'est qu'elles sont sur les réseaux sociaux. Alors moi, je peux vous raconter quand même quelque chose d'intéressant. C'est que j'ai quand même une amie à Saint-Pétersbourg qui m'envoie des poèmes par ce fameux WhatsApp. Je ne sais pas si un jour elle se fait prendre. En tout cas, elle lit régulièrement quelqu'un que je regrette de ne pas avoir publié pour l'instant. C'est Vadim Jouk, qui m'envoie des choses qui vraiment me sidèrent de lui. Et... Mais il en est mort, entre parenthèses. Oui, je sais qu'il en est mort récemment. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles, qui n'a pas dû favoriser sa santé, c'est qu'on laissait, je crois, jouer des pièces. Non, parce qu'il faisait partie du festival de Souzdal. Voilà. On lui avait donné l'animation de ce festival, et au dernier moment, on lui a retiré. Voilà. Ça a été le coup de grâce. Voilà, je crois que c'est le coup de Parce grâce. qu'il était déjà persécuté avant. Bon, alors qu'est-ce qu'on me disait? Oui. Alors donc moi je reçois des choses finalement grâce à une amie russe que je ne pourrais pas lire puisque je ne suis pas sur ces fameux Facebook et autres. Et Vadim publiait tous les jours. oui, voilà. Et elle m'en envoyait à un moment, elle le lisait tous les jours. Donc le choix, je ne sais pas. J'avais laissé un mot d'ordre à Elena, savoir mot d'ordre. Quand on connaît Elena, c'est pas vraiment. Mais, un désir, c'était que ça soit la diversité. Oui, parce que elle parlait de vitalité, elle parlait pas de regain, mais elle disait que voilà, il y avait une manière de contourner la censure et puis je trouvais que cette diversité aussi, elle pouvait nous toucher parce que nous, c'est à la fois proche et loin l'Ukraine, ça peut sembler, voilà. Et donc c'était une façon de nous raccorder à des problématiques qui des fois ne nous semblent pas
française et qui, au final, elle passe son temps à tisser. Hein, ça fait 4-5 ans qu'elle tisse. Donc, la forme courte s'y prêtait aussi. Et puis, alors après, c'est peut-être parce qu'on est en 2025, mais elle m'a ramené autant de garçons que de filles. Enfin, il y avait un bel équilibre dans la tonalité et la variété. Quoi. Donc, et après, j'ai lu, et évidemment, j'ai tout avalisé. Je trouvais que ça se répondait bien. Ah oui, non, c'est très, très... Mais c'est pas du tout très les bien mêmes. choisi. Par exemple, German Komikov, il est slammer. Enfin, moi, j'ai vu. Oui, le slammer. Ça n'a rien à voir avec le lyrisme qu'on voit par ailleurs. Enfin, et est-ce que ces poètes russes sont édités? Il y a beaucoup de revues qui viennent de créer récemment dans l'immigration russe. Ils publient dans ces revues. Dans quelles revues publient? Alors, je sais Moi, j'ai appris par Tatiana Volskaya aussi qu'elle avait pu éditer Ty Dajiviosh, Tu survivras, grâce à Georgi Uruchadze, je ne prononce pas très bien, qui a créé Freedom Letters en 2024. Et ce Georgi Uruchadze, ancien directeur du prix littéraire Balshaya Kniga, imprime des livres en Géorgie, en Lettonie, au Kazakhstan, aux USA, quelques-uns même, évidemment, les Biazabin, en Russie, et qu'il diffuse aussi des versions électroniques. Il vend aussi des livres audio, des livres pour enfants et adultes, et même des auteurs ukrainiens. Et donc, on peut acquérir ces est-ce qu'il y a des revues électroniques aussi. Il y a aussi des nouvelles revues qui paraissent, moi j'en ai vu à Berlin, effectivement, mais il était présent effectivement au Salon du Livre à Berlin, avec Freedom Letters, c'est vrai que c'est impressionnant, je ne sais pas avec quel moyen. Il y a une nouvelle librairie à Tbilissi qui est vraiment un phénomène rare, qui a autant des auteurs russes que les Ukrainiens. Ah, Qui se retrouvent là-bas, et moi j'étais à leur réunion. Quand les gens se passent, c'est très douloureux toujours à côté. Et il y a beaucoup de poésie dans cette librairie. Je ne me rappelle pas de moi, je pourrais le trouver après. Oui, il y a énormément de poètes qui écrivent contre la guerre. Il y a eu notamment les deux anthologies bilingues anglais-russe qui sont assez épaisses. Très épaisses. Et ces deux anthologies, dont la première s'appelle Disbiliev, voilà, et la seconde, je sais plus, je ne sais plus. Et en fait, les poèmes qui sont tirés d'un truc qui au départ s'appelait Kapilk, et qui réunissait, alors je crois qu'ils ont été à, je sais pas, 3000 poèmes, un truc dingue, mais dingue. C'était sur Internet, et en fait, ça rassemblait tous les poèmes contre la guerre, essentiellement en langue russe, un peu en ukrainien, un peu avec des traductions aussi dans différentes langues. C'était un truc gigantesque, et donc ils ont édité 2 recueils, je crois qu'ils vont en faire d'autres. Enfin, et il y a aussi une ressource Internet, mais là en russe, qui s'appelle No War, je crois. Il y a plein de choses, en fait, il y a plein de choses qui se font, mais est-ce que la poésie est capable d'avoir une influence là? C'est bien pour ça qu'on le laisse, parce que c'est la pas tout Et donc, vous avez dit, il y a 2 qui sont restés toujours en Russie. Oui, alors là, Natalia Maverick, qui est et une traductrice très German connue, et Lukomnikov. Pas le slammer. Pardon? C'est le slammer, il court des gros risques parce qu'il y a des poèmes où je m'étonne je pense qu'il a... c'est possible. Il est resté anonyme. Donc il est anonyme. Au début, à ses débuts, moi je l'avais connu dans les années 80, les années 90, il écrivait sous le pseudonyme de Boniface. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Boniface est très connu dans les milieux de la poésie non officielle ou des grandes. Et ensuite, il s'est mis à écrire sous son propre nom ensuite. Il écrit sous son propre nom et des trucs qui... pour l'instant, il a de la chance, j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment... Mais lui, il publie quoi, sur Telegram ou... Il est sur Facebook,
Elle était même publiée par une revue littéraire en Russie. Volga. C'est très osé, c'est Volga. Oui, Volga, c'est la seule, Volga est la seule revue littéraire russe qui continue à publier miraculeusement des textes contre la guerre. Et très virulent. Alors je ne sais pas combien de temps ça peut continuer. Oui, c'est un Saratov. Oui. Et même les textes très osés, très osés. Oui, il y a Tatiana Charbina notamment qui écrit contre la guerre, il y a Lukovnikov, enfin il y a des choses vraiment très violentes dans cette revue jusqu'à présent. Et tout le monde s'étonne, mais pour l'instant ils n'ont pas encore... Ça se trouve... On pourrait par exemple avoir des exemples. Quelqu'un qui on pourrait en avoir. On peut l'avoir sur Internet. Sur Internet. Sur Il faut Internet. taper Volga, je pense que ça va être dans Reading Hall. Reading Hall, c'est l'ancien journal Lezau. Journal Lezau. Ouais. Et là-dedans, ça s'appelle Reading Hall. Enfin, ça s'est séparé en deux ressources. Il y en a un qui s'appelle Gorky Magazine Média et l'autre qui s'appelle Reading Hall. Il y a plus de choses sur Reading Hall, je crois. Il faut vérifier sur lequel ça y est. Et puis il y a certaines revues qui font leurs propres ressources internet aussi. Il faut chercher quoi. Je pense qu'il doit y avoir des revues en ligne aussi, hein. Pas seulement papier, mais des revues en ligne. Ça c'est une revue papier mais qui existe sous forme électronique. On la lit plus sous forme électronique que sous forme papier, bien sûr. Parce que le nombre d'exemplaires... En tout cas, même en étant en Géorgie, Tatiana Volskaya m'a raconté qu'elle doit être très suivie, ce qu'elle peut être très suivie, puisqu'elle a eu à payer 2 amendes parce qu'elle n'avait pas fait figurer ses envois, ses productions de la fameuse mise en garde que vous connaissez peut-être tous quand même, le matériel qui suit est produit, diffusé et dirigé par l'étranger. Oui, l'agent de l'étranger. Nom, prénom et tout ça. C'est totalement ridicule. C'est ridicule, n'empêche qu'il se retrouve en tôle, hein, donc ridicule par ridicule. L'amende, c'était quand même 400 € la première, 450 la deuxième. Mais c'est rien, parce qu'il y en a, c'est beaucoup plus. L'ancien ambassadeur de Géorgie en France, il est allé là-bas, il a participé aux manifs, il a eu ce qui correspond à 1 500 €. Parce qu'il faisait partie des manifs, il gênait la circulation, donc. C'est ça qu'on lui a dit. Donc à la limite, elle peut être contente avec 400. Hein. Oui, mais c'est pas fini, parce que ça augmente à chaque fois. Évidemment. Donc, c'est ça. Et même dans les diffusions vidéo qui se font sur YouTube, qui a priori par des gens qui se trouvent à l'étranger, malgré cela, ils mettent agent de l'étranger. Non, mais ça, je pense que c'est de l'humour. C'est peut-être de l'humour. Moi, je pense, parce qu'ils n'ont plus besoin de le mettre à l'étranger. Moi, j'en suis sûre aussi. Et oui, comme ils le font tout le temps. Oui, ils le font tout le temps. Il faut diffuser en Russie. Moi, je pense que Non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils le font remarquer. Je ne sais pas c'est si obligatoire. non, c'est obligatoire, mais après ils oublient de... Oui, c'est ça. C'est ça. Bénédicte, Bekov, tout le monde, tous les Oui, le Chanderovitch, tout ça, il faut les mettre. ce qui lui est arrivé. Ils doivent être publiés s'ils ne le mettent pas. Ben non, oui, bien sûr, oui, c'est obligatoire. Si en plus il publie. Enfin, bref. Il a dit aussi que les avoirs, les dames de les avoirs étaient gelés, les avoirs moscovites, donc ils ne pouvaient pas toucher un loyer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions On va dire encore un poème, peut-être. Alors, Maya Strana, peut-être. Le fameux, là, que tu... Voilà, bah oui, Maya Strana. Trop fort. Non, mais ils sont vraiment tous très forts, hein, les Je poètes. sais vraiment ce que je ressens moi, tout d'un coup, je l'ai lu. Ксения Кириллова, «Моя страна». Моя страна теперь совсем чужая, зажатая в кровавые тиски, в пространстве от потопа до пожара, в отрезке от безумства до тоски. А жизнь опять проходит где-то мимо, как солнце свет за стенами тюрьмы. И если мертвецы позор не имут, то остальным его уже не смыть. К чему бороться? Гибнуть проще скопом, в надежде выжить, если повезет.
Здесь даже с самым преданным холопом, как ни крути, на всех один исход. Теперь один на всех кровавый омут, один угар, безумный, боевой. Моя страна имен уже не помнит, не ведая сиротства своего. Ksenia Kirillova, mon pays. Mon pays, désormais totalement étranger, est pris en tenaille sanglante dans l'espace entre déluge et feu, dans la marge entre démence et détresse. La vie passe, toujours hors de portée, comme hors de la prison la clarté du soleil. Et si les morts ignorent la honte, les autres ne sauraient désormais s'en laver. À quoi bon résister? Plus facile de mourir en masse, dans l'espoir de survivre avec un peu de chance. Ici, même aux plus fervents zélateurs est promise une seule issue, quoi qu'on fasse. Pour tous, le même tourbillon sanglant, la même ivresse folle de la guerre. Mon pays ne garde aucun nom en mémoire, inconscient de son orphelinage. Eh bien, je crois que nous pouvons applaudir notre éditrice et nos traductrices. Les remercier et après avoir plié nos chaises, continuer la conversation autour des quelques boissons qui sont proposées et qui sont encore là malgré ceux qui étaient assis à côté. Merci. Regardez l'exposition. Et l'exposition, bien sûr.